Bonjour tout le monde, je m'appelle Peter Crispels, je suis un associate partner de McKinsey. Je suis ici avec deux collègues, je laisse présenter d'abord et après on verra en plus de détails qu'est-ce qu'on fait chez McKinsey et les types de projets qu'on fait. Bonjour, Marion Roger, je suis consultante chez McKinsey et je fais pas mal de projets orientés data avec du coup des data scientists et je vous parlerai d'un exemple tout à l'heure. Bonjour, Victor Lamandin. Donc moi je suis consultant aussi au bureau de Paris, nouvellement solution manager d'une de nos solutions en Advanced Analytics que l'on fait en France, qu'on utilise en France et en Europe. Et tout comme Marion, je vous présenterai un cas concret d'application de ce qu'on est capable de faire chez McKinsey en optimisation. Super, merci. Qui connaît pas McKinsey dans la salle? Super, donc au moins une personne qui ne connaît pas, donc je vais très vite expliquer. Donc on a une boîte de conseil, on fait du conseil pour la stratégie, marketing, les opérations. Donc on aide les entreprises françaises et partout un peu dans le monde avec leur stratégie, comment déployer la stratégie. Dans toutes ces activités, il y a aussi une grosse partie digitale, ce qu'on va vous présenter. Et après, évidemment, on va présenter deux projets typiques qu'on fait et qu'on utilise vraiment les compétences data scientist et advanced analytics. Et après, évidemment, vous pouvez poser plein de questions, toutes les questions que vous voulez. On va commencer avec un petit vidéo. Si monsieur veut le démarrer. Donc, comme vous savez, et c'est pour ça aussi que vous êtes là, le digital est en train de révolutionner le monde. Pas seulement le monde qu'on utilise chaque jour, les Uber, tout ce qui est Airbnb, Google, des choses comme ça, mais aussi l'industrie classique, donc la chimie, la pharma. Et donc, il y a plein de PDG, des grosses boîtes, qui se posent plein de questions. Donc, il se pose des questions, comment on va transformer notre société, comment on va vraiment utiliser les opportunités, est-ce qu'on ne va pas rater certaines opportunités et notre business va diminuer. Il y a une vraie question aussi autour du talent, c'est exactement pourquoi vous êtes là et toutes les sociétés sont intéressées. Il y a aussi tout ce qui est organisationnel, parce que c'est très bien d'avoir des data scientists, mais comment on peut utiliser les data scientists et le mettre en action et vraiment le combiner avec le business de quotidien et de prendre un avantage sur la concurrence. Et c'est exactement sur cette partie que McKinsey intervient. Donc on a les compétences stratégiques
on développe avec les grosses sociétés leur stratégie. Donc forcément, il y a toujours maintenant une partie digitale. On a quand même aussi les partenaires avec qui on bosse. On a des partenariats avec Google, on a des partenariats avec Microsoft et on achète aussi certains startups pour avoir certaines compétences que nous on voit critiques dans notre business. Et après, on est en train d'embaucher beaucoup de gens pour nous aider avec des compétences très spécifiques dans le digital. Donc ces trois parties, nous on le voit qu'on a besoin pour aider les PDG à définir leur stratégie et derrière aussi les aider à transformer la société et de vraiment pousser dans la bonne direction. Donc pour le moment, si on regarde l'émission qu'on a fait dans les derniers 12 à 18 mois, il y a à peu près 35% tous les projets qu'on fait qui a une partie digitale. Ça peut aller de faire complètement des projets digitales, on fait une partie, on intègre une application, c'est vraiment très varié. Donc pour le moment, on est presque, donc ça, le chiffre date d'un mois, mais maintenant on est presque 1000 personnes qui sont dans Digital McKinsey. Et donc les 1000 personnes sont un peu distribuées partout dans le monde. À Paris, on vient de commencer avec la création d'un centre Advanced Analytics. Juliette, je pense qu'on a embauché 2 personnes et donc il y a plein de personnes qu'on recrute et qu'on est en train de chercher. Et il y a des profils très différents. Donc ça peut aller des gens qui font le développement, qui font le design, à vraiment des data scientists, des développeurs techniques. Et donc on embauche un peu partout, chez des grands, chez des Google, Oracle, IBM, des choses comme ça. Donc pour nous, le digital, c'est pas seulement le développement d'un software. Le plus important, c'est de le voir comment le business, comment on peut créer des gains avec le digital. Et le digital, ça peut aller de vraiment, nous on voit digital comme 3 choses. Donc il y a tout ce qui est Advanced Analytics, évidemment. Il y a tout ce qui est les robotics. Et après aussi tout ce qui est digitalisation des procédures, le process, comment on fait une demande à la banque, comment on fait un virement, comment les process internes. Il y a aussi des leviers comme ça. Ici, vous voyez aussi un exemple comment on peut couvrir le supply chain complet dans l'industrie. Donc on va vraiment faire des transformations, prendre le business bout à bout, on va faire la transformation. Et donc ça veut dire qu'on commence dans tout ce qui est le manufacturing pur et dur. Il y a une partie que Victor va présenter avec un projet qu'on a fait, Value Maximizer. Après, il y a tout ce qui vient, le service operations, ce qu'on appelle, c'est le contact avec le client, la pré-vente, des choses comme ça. Il y a le supply chain, le procurement, évidemment, comment on peut mieux acheter. Comme ça fait 70% de base de coûts dans l'industrie, c'est clair que c'est hyper important et tous les gains qu'on peut avoir, ça impacte forcément l'EBITDA et le marge de la boîte, mais aussi pour développer des nouveaux produits. Donc ça veut dire si on arrive à voir comment le business va développer, on arrive à créer des nouveaux business models, des nouveaux produits sur une façon digitale, mais aussi intégrer le digital dans le produit. Donc on va vraiment travailler avec nos clients. Par exemple, je dis quelque chose, une voiture, on va essayer de faire le design, c'est quoi les prochaines étapes, comment on voit la voiture dans 5 ans et on va essayer de les aider dans le design de la voiture et quelles sont les applications qu'on va mettre dedans. Donc, on fait ça depuis quelques années et donc on a plein d'exemples des grosses transformations.
termes de confidentialité, on ne peut pas nommer directement les clients, mais on le fait avec dans toutes les régions, aux US, aussi en France, en Europe, en Asie, un peu partout, avec beaucoup de gains et même vraiment complètement faire un shift vers un autre business model. Il y a vraiment des cas très intéressants et très variés dans plein de domaines. Donc la dernière chose que j'aimerais bien vous montrer, avant qu'on passe dans les cas, c'est un peu comment et qu'est-ce que ça veut dire travailler comme data scientist ou dans Digital McKinsey. Donc il y a quelques collègues à nous qui vont vous raconter un peu qu'est-ce qu'ils font comme projet typique qui ont un background vraiment digital. McKinsey is a global management consulting firm. It's present in over 100 countries. Specifically, McKinsey Analytics is the practice in which we take care of all the advanced analytics projects. In McKinsey Analytics, we have a mixture of backgrounds, people coming from academia, PhDs, banks, startups, and it really creates a mixture of knowledge that benefits everybody and the firm. In my case, I had a master in data science, and I used to run my startup before joining McKinsey. We also have PhDs in statistics, mathematics, and economics. In the hub, there is always someone who knows the answer. I have a mixed background. I'm an electronics engineer. I co-founded a technology startup at uni, where I also learned about machine learning during my bachelor thesis. Then I've worked in the public sector and private sector, and then I'm here in McKinsey Analytics again, working in machine learning. I think data scientists in McKinsey must have at least two things. One is you're going to be exposed to very complex challenges, and you have to be the kind of person that fights those challenges until you win. And secondly, you must be eager to learn. You're going to be changing industry every few months, and you're going to have to learn a new industry for this client every time. So you've got to have good programming experience and proven interest in machine learning and advanced analytics. When I joined McKinsey, I had only done recommendation engines, and now I've done all kinds of advanced analytics projects. There's no typical day, but usually you'll be working on creating the best solution for your client's problems, which usually involves looking for the latest trends and the most innovative algorithms that just come out of academia or industry. The role of a data scientist is to understand the challenge the client is facing, then together with the analytics consultant, define the target of the project and the way we're going to measure success. Eventually, together with the team, figure out the best solution for the client. The usual setup would be two general consultants and then me as an analytics expert. We can work at our client's side in order to get the client's input and knowledge in order to improve the model, but we can also work remotely if some silence is needed. I'm constantly surprised by the magnitude and the impact of the projects that we are working on. So to give you an example, I recently worked for a fashion brand where we work on analytics for campaign personalization. Thanks to our effort, the customers were receiving personalized messages, which was not the case before we started. McKinsey Analytics offers a diverse career path for people wanting to stay on the technical side, also people who want to get more involved in the business aspect of the projects. You could either stay broadly general, master a mathematical skill set, or you could deepen your experience and knowledge in a specific industry sector. As data scientists, we're looking for a mixture of analytical, technical, and business knowledge. At the beginning, the analytics consultant will manage the interaction with clients, and you will learn from them. Later on, each data scientist can decide which path they want to follow. They can either go towards a more technical expert role or towards an analytics consultant. A great analytics manager here at McKinsey needs to have some previous experience working with numbers and data, good project management skills, ideally some experience in a specific sector, and most importantly, be prepared to challenge clients and ourselves. As a data scientist, the typical interview process will start with a technical background check, which will focus on your programming skills and modeling knowledge.
After that, you'll go on to the consulting interview, which asks about your problem-solving skills. And lastly, the leadership team will assess the fit in the team. My tips to prepare for the interview would be to have a story ready about a project you have done and tell how you overcame problems around data issues and modeling issues you may have faced. For a data scientist candidate, I would recommend to always give examples of your past behaviors so that we can put your words into actions. Second, you should show that you're a team player, but you can also work independently and you take responsibility for your work. Last but not least, you should show us what are you passionate about and what motivates you, and it doesn't have to be work-related. In our interview process, we give a lot of importance not only to the professional expertise, but also to the personal impact. Therefore, it is very important to prepare and to think of examples that demonstrate your leadership, your drive, and your motivation to work here. So for all candidates, I think that the best approach to the interview process is to use our available materials, and again, take some time and prepare. The most interesting part of our job as analytics manager is the combination of unique elements. So we work in different projects at the same time, leading different teams of data scientists, different clients, trying to solve different problems with different models. So this combination is really unique. I joined McKinsey Analytics after doing a couple of internships, and I wanted to combine my computer science background with a more business-centric environment. Despite the fact that we very often use latest and greatest algorithms from academia, we always prioritize the business impact that it will generate for our clients. I was a generalist consultant before, and I joined the analytics practice because I was looking to specialize in an innovative area. And I was able to join because I'm not required to code. Instead, I apply my analytical mindset, which is something that I built up in my previous role as a consultant. I definitely recommend applying. You'll always be surrounded by positive people that are eager to help each other out. We are working on the problems that really matter. Ok, donc si vous n'avez pas encore de questions à ce stade, maintenant que on pourra les garder pour la fin sinon, maintenant que vous avez un peu compris ce qu'on faisait globalement en analytics, on voulait vous montrer deux exemples de cas. Et donc je vais commencer avec un cas qu'on a fait au début de l'année pour un site de e-commerce où en fait on a travaillé sur une segmentation de leur base client. Donc en fait l'objectif c'était vraiment de passer d'une stratégie centrée autour des produits à une stratégie centrée autour du client. Et de les aider à mieux comprendre déjà quelle était leur base client, donc en développant en fait une vue de l'ensemble de la base de clients avec toutes les variables, dont les comportements de navigation, les comportements d'achat, les préférences, etc. Et d'ensuite pouvoir développer des stratégies à la fois pour adresser ces clients actuels, donc avec des parcours CRM personnalisés, avec quand ils arrivent sur le site aussi des choses personnalisées, mais aussi pour faire de l'acquisition et du coup pour recruter des nouveaux clients qui seraient similaires aux segments les plus rentables et qui rapportaient le plus de revenus. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée, en fait, on a donc commencé par faire une base client avec toutes les variables possibles et imaginables. Et ça paraît peut-être simple, mais en fait, les données, elles étaient éparpillées dans plein de bases de données, dans plein de systèmes différents chez notre client. Et du coup, il y a eu tout un temps déjà de collecte de ces données pour pouvoir les mettre sous une seule table et les avoir au bon endroit. Et donc, on a des data architectes qui ont travaillé là-dessus pour vraiment optimiser à la fois la collecte et la préparation de ces données pour avoir une table client. Une fois qu'on a eu ça, on a sélectionné les variables qu'on allait utiliser pour la segmentation. Donc en fait, on a cherché à comprendre quelles étaient les variables qui allaient à la fois nous permettre de regrouper les clients très proches dans des segments et à la fois qui étaient différenciantes. Donc par exemple, ça peut être l'appétence à la promotion, ça peut être une préférence pour le canal mobile par rapport au canal PC, ça peut être l'achat dans une seule catégorie versus un client qui achète dans plein de catégories de produits, etc., etc. Et le but, c'était de comprendre à quel point ces variables étaient corrélées entre elles et du coup, de comprendre mieux qui étaient nos clients.
Ensuite, l'algorithme, c'était un algorithme de Kamins. Donc je pense que dans la salle, il y a des gens qui maîtrisent bien mieux que moi ce genre d'algorithme. Mais l'idée, c'est tout simplement de trouver des clients types autour desquels on a un nuage de clients qui se rassemblent. Et le but, c'est aussi que ces clients types soient les plus différents les uns des autres. Donc pour avoir différents nuages de points, différents nuages de clients. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail technique, ce n'est pas le plus intéressant, je trouve, là. Mais c'était très important, évidemment, pour arriver au résultat derrière et pouvoir l'utiliser. Ensuite, il y a eu aussi pas mal d'analyses pour vérifier la robustesse et la stabilité de la segmentation. Donc l'idée, c'est de se dire que si on refait tourner l'algorithme plusieurs fois, est-ce qu'on retombe bien sur les mêmes segments? Est-ce qu'ils sont bien stables? Est-ce que c'est pas juste par chance, on est tombé sur ceux-là, mais en fait, si on le refait, on tombe sur d'autres? Donc ça prend un certain temps, et il y a pas mal d'itérations aussi pour avoir une segmentation qui soit à la fois statistiquement correcte et à la fois propre d'un point de vue data, et puis qui soit à la fois utile d'un point de vue business et qui du coup soit compréhensible pour le client et lui serve derrière pour développer différentes stratégies. Et enfin, on a fait ce qu'on appelle un detail profiling de chaque segment. Donc en fait, c'est tout simplement se dire toutes les variables qu'on avait, on regarde pour chaque segment qu'est-ce que ça donne, est-ce que les gens sont, est-ce qu'il y a beaucoup de variance, pour vraiment mieux les comprendre et ensuite voir comment on leur parle avec des campagnes marketing dédiées. Du coup, pour vous donner un peu plus d'exemples sur les variables qu'on a utilisées, c'était vraiment très large. C'était à la fois quelle est la source de trafic, est-ce que les gens sont venus en direct en cherchant ce site de e-commerce sur Google, ou est-ce qu'ils sont venus via une campagne payante, ou est-ce qu'ils sont venus via du retargeting, ou est-ce qu'ils ont cliqué sur un email. C'était aussi toutes les données de browsing behavior, donc qu'est-ce qui se passe sur le site, est-ce que c'est des gens qui ont tendance à aller sur une page puis acheter, ou est-ce qu'ils vont sur 100 pages et ils reviennent 20 fois avant d'acheter, ou etc. etc. Et puis aussi toute la partie customer experience, est-ce qu'ils ont l'habitude de communiquer avec le service client par téléphone, est-ce qu'ils réagissent mieux aux mails, aux textos. Voilà. Bon, c'était très large et c'est un peu toutes les variables qu'on a regardées. Ensuite, on les a du coup divisées, on a sélectionné, comme je disais tout à l'heure, les variables qu'on allait utiliser pour le Kamins, donc ce qui étaient les variables qui nous permettaient de faire des clusters, et on a gardé les autres pour juste la description des segments. Je vais passer ça. Et donc à la toute fin, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu différents segments de clients, comme vous en doutez. Et ensuite, on a travaillé en fait sur la définition d'objectifs stratégiques pour chacun de ces segments. Donc ça peut être par exemple faire plus de recrutement des clients qui ont une fréquence très élevée, mais du coup on a compris sur quelle catégorie ils achetaient, à quel type de campagne marketing ils étaient sensibles. Ça peut être essayer de trouver des stratégies pour augmenter la fréquence d'un autre segment, etc. Et du coup on avait des plans d'action assez précis par segment qu'on a pu ensuite mettre en place avec notre client. Du coup je vois le temps qui file, donc je pense que je vais laisser la main à Victor qui va vous parler d'un deuxième cas où on a aussi utilisé l'analytics dans un domaine totalement différent. Merci Marion. Donc bonjour à tous, donc Victor Lamandin. Donc moi je vais vous parler d'un autre cas d'application d'Advanced Analytics chez McKinsey. Vous allez voir qu'il est assez différent de ce que a pu vous présenter Marion, et ce qui va vous montrer aussi que voilà, si demain vous rejoignez McKinsey, il y a plusieurs types de contextes, plusieurs approches qu'on peut utiliser dans le domaine qui est extrêmement vaste, vous le savez mieux que moi, des Advanced Analytics, qui peut apporter de la valeur à nos clients. Donc là le contexte qui est assez différent. Tous les ans, on a une coopérative céréalière française, une des plus grosses de France, pour ne pas dire la plus grosse, qui doit collecter 5 millions de tonnes de grains. Donc c'est du blé, du colza, de l'orge pour faire de la bière, pour faire du whisky, tout ça. Et 5 millions de tonnes de grains, dont 3 millions de tonnes en fait, se font pendant la période d'été, pendant la période de moisson. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que tous les agriculteurs moissonnent et doivent charger des silos qui eux-mêmes après sont des centres de stockage qui après doivent être envoyés vers le client final. Le problème, c'est que comment recevoir toute cette quantité de grains très rapidement dans des centaines de silos, eux-mêmes faits de plusieurs centaines de cellules, donc dans des milliers de cellules qui ont des capacités de stockage différentes, qui ont des caractéristiques différentes, donc qui ne peuvent ou pas accueillir certains grains. Il y a des grains qui ont besoin d'être calibrés, le maïs par exemple à l'automne lui doit être séché. Donc en fait, vous vous rendez bien compte que tout ce problème-là est d'une part un problème qui est entre guillemets relativement complexe au vu du nombre de variables en fait qui doivent être prises en considération,
et un problème qui est modélisable. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la prise de décision, on va dire, rationnelle et quantitative. Et donc, qu'une solution Advanced Analytics ou des compétences mathématiques peuvent être extrêmement utiles dans ce cas-là. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Donc, l'approche qu'on a... La façon dont on a approché le problème, c'est qu'en fait, on a monté, donc pour vous donner encore une fois un exemple assez concret de comment ça se passerait, on monte une équipe avec un ou deux, donc ce qu'on appelle data scientists. Donc là, en l'occurrence, c'était des profils qui devaient avoir des compétences sur, là pour le coup, c'était par exemple, on avait du code, donc du Python, parce qu'on voulait faire une approche en fait d'optimisation linéaire de la fonction finale qui est la fonction coût, de la fonction de coût de transport notamment, en lien avec un solver qui permettrait donc justement de trouver l'optimal. Donc on monte une équipe, ce qu'on appelle un consultant, donc un translator, c'est quelqu'un, donc là en l'occurrence c'était moi, c'est quelqu'un qui va avoir d'une part la compréhension un petit peu des enjeux business, donc on va dire de la partie gauche de la page, et des capacités de modélisation, c'est-à-dire de l'équipe technique. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant tourner donc, cet algorithme à date, donc il se trouve qu'on est toujours en train de travailler sur ce client et qu'en fait, avec ce client, en fait, on est en train d'étendre aussi l'utilisation du modèle. On a un impact qui est extrêmement important sur la réduction donc, des coûts de transport, donc des camions qui vont amener d'un silo à l'autre, des trains, des barges d'une part. Et maintenant, d'autre part, en plus de la réduction des coûts de transport, on est en train d'orienter les flux de marché, enfin la vente en fait, en fonction de la marge, en fonction de l'évolution du prix du marché. C'est en fait, on fait une sorte de recommandation logistique dynamique. Et une autre étape encore qu'on est en train de faire, c'est le modèle maintenant prend même en considération, je vous ai parlé tout à l'heure de la fonction coût, là maintenant il est plus sur une fonction marge, on va dire marge brute qui l'optimise. Il va même jusqu'à prescrire entre guillemets des grains, c'est-à-dire par exemple il va vouloir dire, bah voilà, dans cette région, la région de la Beauce, j'en sais rien, on aurait besoin de plus de colza parce que ça marche, ça a une bonne marge et qu'en plus notre appareil, enfin nos infrastructures techniques permettent de le stocker et qu'aujourd'hui en fait on est obligé par exemple d'avoir une cellule de 10 000 tonnes qui est remplie à 30% de colza alors qu'en réalité on pourrait remplir plus. Voilà. Et enfin une dernière chose que le modèle fait aussi mais qui est assez intéressante, c'est qu'il aide aussi au mélange. C'est-à-dire qu'en fait un des enjeux pour ces silos, c'est j'ai deux types de blé qui arrivent, donc il se trouve qu'en fait il y a plusieurs types de blé en fonction de leur qualité. Il y a le super blé qui s'appelle le blé Apache et il y a un blé un peu moins bien qui s'appelle le blé courant. Et en fait, soit vous décidez de le mélanger et à ce moment-là ça devient du blé courant, soit vous décidez de le garder donc, dans deux cellules distinctes ou de l'envoyer ailleurs et à ce moment-là ça reste du blé Apache. Et en fonction de la valeur de ce blé, de temps en temps il vaudra mieux le mélanger parce que finalement la valeur est la même et quand la valeur du marché est un petit peu meilleure, en fait il vaut mieux l'envoyer à une cinquantaine de kilomètres et payer le transport pour le garder. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'approche. Donc ça relate on va dire les différents leviers qu'on a eu pour avoir de l'impact. Sur la partie droite c'est assez intéressant, on utilise beaucoup de visualisation en cartographie, ça c'est juste quelque chose qui peut vous montrer aussi, vous illustrer ce qu'on est capable de faire, enfin, ça n'a rien d'extrêmement compliqué, c'est en utilisant notamment Tableau, mais pour voilà, encore une fois accompagner le client dans on va dire l'implémentation des recommandations du modèle. Voilà, donc ça c'est une sorte de modélisation extrêmement simpliste de ce que je vous ai raconté, donc les 10 000 fermiers qui amènent dans des silos de proximité, qui eux-mêmes envoient dans des silos intermédiaires et qui après sont envoyés sur le marché à l'export en fonction de leur prix de marché. Voilà, ça c'est par exemple une illustration sur un cas de quelle était la recommandation du modèle et quel aurait été ce que le client aurait fait si on devait le représenter également. Et ça enfin, ce que vous voyez au milieu, si ça vous intéresse, par curiosité on va dire, c'est comment est-ce qu'on a modélisé un silo, quel est le flow en fait, le flow de modélisation d'un silo entre est-ce que je décide de charger ma cellule, est-ce que je décide de l'envoyer directement, mais si jamais ça envoie directement, il faut qu'il y ait une plateforme qui puisse concrètement accueillir le grain pour que ça reparte, mais à l'extérieur, donc du coup on ne peut pas garder le grain trop longtemps, etc. Voilà, donc en 5 minutes, comment on pouvait présenter un autre cas d'application qui vous avez vu est très différent, donc là on n'est plus du tout sur des enjeux de big data, etc. On est vraiment sur de la modélisation, voilà, concrètement c'est un code Python d'optimisation linéaire ou mix linéaire avec un solver. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport des cas ou de ce qu'on fait ou voilà. Merci. Alors ma question elle porte sur votre deuxième cas d'usage. Je me demandais quel était le format de votre restitution. Est-ce que c'est la restitution que vous faites à votre client,
C'est un logiciel, c'est un rapport, c'est un modèle qu'il peut lui-même utiliser? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on a plusieurs options. Il y a plusieurs niveaux de restitution que l'on pourrait envisager en fonction des études, qui vont être plus ou moins avancés. Le cas le plus avancé et qui prend beaucoup de temps, c'est de faire venir une équipe, et donc c'est d'avoir en fait une sorte de logiciel intégré à l'entreprise. Donc il y a une équipe de user experience / interface qui viennent, qui font une définition par user de quelle va être la restitution avec un design sur mesure. Et après, on fait un partenariat avec une entreprise qui va implémenter l'algorithme dans le RP de la société. Donc ça, c'est la version extrêmement finalisée. Là, dans ce cas précis, pour l'instant, on est tout simplement sur une restitution qui est en fait un Excel, très simple, qui en fait va faire la restitution de la recommandation des flux de transport par le modèle, et qui après peut être visualisé sur tableau, c'est les cartes que vous avez vues. Donc ça, c'est la version, on va dire, version de base. Et après, entre la version de base et la version avancée, il peut y avoir ça, vous le savez aussi bien que moi, un niveau de customisation d'interface par type d'user, sans être forcément dans les systèmes de l'entreprise. En fait, au début, on crée quelque chose qu'on est un peu recherche en fait. On crée quelque chose qui est indépendant pour que ce soit assez agile, qu'on alimente avec une personne qui est en charge des données. Et une fois qu'il est prêt, on l'utilise et au fur et à mesure, en fait, on l'ancre de plus en plus dans l'entreprise, pour qu'à la fin, effectivement, ce soit une extraction des SAP qui soit lui-même restituée. Donc en fait, ça dépend. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui, merci. Bonjour, merci. Je voulais en savoir un peu plus sur le premier cas. En fait, je voulais savoir en fait quelle était par rapport à cette mission la durée d'intervention et l'impact business. Je pense que vous n'en aviez pas vraiment parlé. Du coup, vous avez fait des recommandations et suite à ça, le client, s'il a vraiment pu retirer du gain par rapport à ce que vous lui avez dit. Okay. Et le suivi de votre intervention. Ok, du coup sur la première partie de la question, une mission en général ça va durer de quelques semaines à quelques mois. Là dans ce cas précis sur la partie segmentation client et après toute la définition de la stratégie derrière, ça a duré 2-3 mois et ça comprend en fait toute la partie aussi collecte de données au début, qui du coup est plus ou moins longue selon le nombre de systèmes dans lesquels on doit aller chercher des données et selon à quel point on reçoit des données qui sont utilisables tout de suite et à quel point on doit les retravailler. Mais ouais, ça a duré 2-3 mois. Et après, en termes d'utilisation et de suivi de ce que le client en a fait, en fait, on est resté ensuite pour une deuxième phase où justement, ils nous ont demandé de les accompagner dans l'implémentation concrète de plein de campagnes marketing ciblées. Donc on a fait un deuxième projet beaucoup plus marketing digital où on a travaillé sur la personnalisation des campagnes pour pas mal de ces segments. Donc en fait sur un peu tous les canaux, à la fois sur le site, de voir comment on pouvait personnaliser le parcours client sur le site selon le segment donc en fait quand le client arrive, du coup il est reconnu, on sait à quel segment il appartient et en fonction de ça il a un parcours un peu dédié, mais à la fois aussi en retargeting, de voir à quel type de campagne les gens étaient sensibles. Et puis en CRM pur, que ce soit email, SMS, les push sur l'app, etc. Pareil, de personnaliser. Donc on avait fait toute une liste de plus de 100 campagnes qu'on a testées sur quelques semaines en faisant un peu du test and learn, où on teste plein de types de campagnes personnalisées et puis celles qui marchent, on les reproduit à plus grande échelle. Celles qui ne marchent pas, on les met de côté. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais vous demander, dans la première partie de votre présentation, vous parliez pas mal d'agilité et de product ownership. Est-ce que vous avez cette approche-là dans vos projets data-centric? Si oui, comment vous le mettez en place? Parce qu'en règle générale, l'agilité et la data, ça fait plus ou moins bon ménage. Donc voilà. Je crois que je vois ce que tu dis. Alors, effectivement, c'est en plus la façon de travailler est un peu différente de la façon de travailler dans le conseil de façon générale.
Donc ce qui se passe, c'est que on va dire le plan de travail va être adapté un petit peu au contexte. Enfin, moi, ce que je peux comprendre, c'est donc par exemple pour parler du cas que je vous ai présenté. Donc on travaillait en agile dans le sens où, de façon assez classique, on avait un backlog et toutes les semaines, tous les mercredis, on voyait les clients et on réajustait le backlog de développement en fonction, en estimant le nombre de jours qui devaient être nécessaires, qui devaient être alloués aux différentes fonctionnalités qu'on développait. Donc ça, c'était sur le cas d'optimisation. C'est une première façon de travailler. Ce que je comprends, ce que j'avais compris aussi sur les études qui étaient plus big data, mais là je pourrais laisser aussi Marion et Peter en parler, c'est qu'il y a toute une phase de préparation des données et de sanitisation des données qui est extrêmement fastidieuse et longue et qui de temps en temps est faite en amont de l'étude. En fait, on demande aux clients de préparer, d'être sûr. On fait en fait une petite veille pour vérifier que l'ensemble des données nécessaires sont présentes et au format avant d'initier, on va dire, de mettre les équipes. Parce que sinon, en fait, ce qu'on avait vu au début, c'est que ça prenait un temps qui était très important. Et le problème, c'est qu'après, ça pouvait prendre du retard et que c'était quand même... je pense que c'est ce que vous vouliez aussi mettre en avant. Ça pouvait être compliqué. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question. Si je comprends bien, en fait, vous faites une partie data audit en dehors de l'agilité qui vous permet de s'assurer quelque part qu'on va pouvoir avancer d'une manière saine pendant l'agilité. Et par contre, comment alors vous gérez cette partie exploration? Parce que dans tout projet de data science, au-delà de la partie data audit, qu'on s'assure qu'on a la bonne donnée, il y a toute cette partie un peu approximation de l'algorithme, où on fouille un petit peu pour savoir où est-ce qu'on va, comment on peut avancer au mieux. Et ça, c'est de l'incertitude en agilité qui n'est pas super bien gérée normalement. Ouais, alors généralement, moi de ce que j'ai vu, mais Mario, ce que je tenais à dire, c'est que généralement ça se faisait aussi en variable par rapport à la taille de l'équipe. On pouvait commencer au début avec un data scientist seul, qui regarde, qui teste si les données sont là, etc. Plus ça va, plus peut-être on peut faire monter en compétences. Là, on met en place de l'agilité. Donc en fait, on se donne une marge. Et en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup d'éducation du client aussi à faire, entre guillemets, pour qu'ils comprennent que c'est pas un projet McKinsey entre guillemets classique. On refait soit une due diligence, soit une revue stratégique qui va durer 5 semaines pile, et c'est comme ça. On essaie aussi d'éduquer. Voilà, c'est modestement ce que j'aurais pu répondre à cette question. Et peut-être du coup pour compléter un peu avec des exemples aussi concrets de comment ça s'est manifesté sur le projet dont je parlais, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui change fondamentalement dans les projets avec de la data. C'est que sur les autres projets, en général, on arrive, on sait ce qu'on veut faire, on a une méthodologie claire, on l'implémente et entre guillemets, on sait aussi ce qu'on va trouver. Et avec la data, ça perturbe un peu notre manière de réfléchir en tant que consultant parce qu'on est obligé d'attendre de voir ce que va nous dire la data. Et du coup, d'être un peu agile de ce côté-là parce que finalement, si une fois qu'on a analysé cette très grande quantité de données, on trouve quelque chose de totalement différent que ce qu'on avait anticipé, potentiellement, il faut revoir aussi ce qu'on va en faire et toute la méthodologie derrière. Donc, de fait, on est obligé d'être plus agile et d'avoir beaucoup de va-et-vient et beaucoup d'allers-retours et un peu, comme vous le disiez, de fouiller, de se laisser un peu de latitude pour fouiller l'algorithme. La segmentation, je pense qu'on en a fait 35 versions avant d'arriver à la bonne et à la dernière. Et on a testé avec à la fois différents groupes de variables, à la fois avec différents nombres de segments cibles, à la fois en excluant parfois certains clients qui perturbaient un peu le résultat, etc. Et du coup, on a été obligé de fouiller et de le faire énormément de fois pour tomber sur quelque chose qui soit à la fois stable d'un point de vue un peu donné et qui soit aussi à la fois utilisable d'un point de vue business. Oui, je pense dans l'industrie, c'est exactement pareil. J'ai fait cet été un projet dans la chimie et on pensait, il y avait un client qui vous demandait, on n'a pas assez de capacités, on peut produire plus. Donc, est-ce que vous êtes capable de trouver les bons paramètres pour notre installation, pour produire plus? Et après quelques semaines, on se rendait compte que ce n'était pas leur projet qui coinçait, mais en fait les matériaux qu'on achetait et la qualité de ces matériaux en fait, avaient une influence énorme sur la productivité de leur process. Donc, on a basculé de « oui, on va faire quelque chose avec vous » et à la fin, on a quand même fini quelque chose avec les fournisseurs du client. Donc, dans ces projets-là, c'est très différent. Il faut être très agile, et il faut être capable d'ajuster, d'avoir un grand pool d'expertise aussi, d'être flexible dans l'expertise qu'on met sur les projets.
Merci. Peut-être une dernière question? On n'a plus vraiment le temps, du coup je vous laisserai échanger avec les intervenants à la sortie de la salle de conférence. Je pense qu'on doit enchaîner. On peut du coup à la stand discuter plus. Ok, merci beaucoup tout le monde.